Il a mis en musique Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens de Wes Anderson, mais aussi La forme de l'eau et Pinocchio de Guillermo del Toro. Sa poésie résonne et vibre dans des centaines de projets, jusqu'à être récompensé aux Oscars, aux Césars, aux Grammys, aux BAFTA, aux Golden Globes. Tendons absolument l'oreille pour Alexandre Desplat. Alexandre Desplat. Desplat, et voilà. oui, qui ne l'est pas. Mais qui ne l'est pas. Sinon, ce serait des plats de frites, vous comprenez? Ce serait au pluriel. Donc Desplat, dans le salon du Sud-Ouest, et on dit Desplat. Je le répète depuis quelques milliers d'années, mais c'est pas grave. Ok, eh bien, ça fait... Une fois de plus. Une fois de plus. Voilà. J'en suis absolument désolé d'avoir mis... Je suis très détendu à ce niveau-là. Une lettre muette dans le son du nom de quelqu'un qui ne l'est pas du tout, en tout cas pas en mots, mais en musique. Je vous remercie. Vous ne vous taisez pas beaucoup, et tant mieux. J'espère quand même faire quand même honneur au silence, mais disons que oui, il y a des notes, c'est ce qui occupe mon quotidien. Alors, comment est-ce que... Là, pour le coup, la question est absolument bateau, mais comment est-ce qu'on devient compositeur de films? Ça paraît être un rêve que de mettre en musique les rêves des autres. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? C'est vraiment une passion qui naît à l'adolescence, entre ma passion du cinéma, ma passion de la musique. Je veux devenir musicien. Je suis flûtiste à l'époque. Je suis jeune flûtiste et je pense devenir flûtiste professionnel. Je joue déjà du jazz, de la bossa nova, de la salsa parce que je vis un peu aux Antilles. Bon, bref, et je travaille évidemment la musique classique depuis que je suis enfant. Et le cinéma commence à être présent dans ma vie grâce à mes grandes sœurs qui vont beaucoup au cinéma, qui m'emmènent, qui font découvrir le cinéma. Et j'entends peu à peu, je n'écoute pas encore, mais j'entends que dans certains films, il y a de la musique extrêmement sophistiquée qui accompagne l'aventure, le drame, et que les émotions, et que c'est un monde très, très, très ouvert. Ce n'est pas que de la musique classique, ça peut être justement du jazz, ça peut être autre chose, quelque chose de minimal. Et donc j'aime cette liberté-là, que je surprends d'un film à l'autre, d'un cinéma à l'autre. Et peu à peu, je m'intéresse à ce que c'est. D'où ça sort, qui compose, est-ce qu'on peut réécouter en dehors du film, est-ce qu'on trouve les disques. Et je commence à collectionner les disques de musique de film, les vinyles. Et le premier que vous avez eu... Le premier disque? Ouais, de film que vous êtes allé chercher volontairement. Alors, j'en avais déjà quelques-uns de mes parents qui avaient vécu aux États-Unis, donc j'avais déjà des disques de George Dunning ou d'autres. C'est peut-être Spartacus d'Alex North, mais certainement la déflagration, c'est Star Wars. Voilà, c'est le double album noir de Star Wars, où là, j'entends toute la musique que j'aime, c'est la musique du XXe siècle. Parce que c'est la musique qui m'excite le plus quand j'ai cet âge-là, entre 15 et 25 ans, et qui me transporte. Mais je découvre aussi Nino Rota très vite, assez tôt aussi. Un album compilé d'œuvres de Nino Rota pour Fellini, avec Amarcord, Dolce Vita, Fellini e Roma, et puis Casanova de Fellini, toujours. Et là encore, je vois le spectre s'ouvrir encore plus de ce qui est possible musicalement. Des compositeurs très instruits, qui écrivent une musique sophistiquée et qui pourtant se marient à l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et j'aime ça, j'aime le cinéma parce que ça nous raconte des histoires qui peuvent à la fois nous faire voyager, nous instruire, mais aussi nous garder dans l'enfance si on le désire. Et la musique accompagne cette narration, parfois avec distance, parfois en nous plongeant complètement, en nous assourdissant. Je trouve ça dingue, je suis fasciné. Je trouve que c'est un monde merveilleux dans lequel j'ai envie de plonger. Alors je ne m'en souviens pas, même mes copains de cette époque-là me disent que j'ai toujours dit que je voulais devenir compositeur à Hollywood. Je ne m'en souviens pas précisément, mais semble-t-il que je l'ai énoncé. Voilà. Quand vous évoquez la musique de Star Wars, qui parle énormément à beaucoup de gens, et on a une référence qui est à peu près évidente, c'est Gustav Holst et les planètes. Vous, quelles sont vos références évidentes?
Est-ce qu'il y en a toujours une quand vous composez? Non, jamais. Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais parce que j'essaie de toujours voir les films sans la musique dite temporaire que le metteur en scène et le monteur en général calent sur l'image, comme ça, pour avoir une idée. Je considère que le travail d'un compositeur, et d'ailleurs, pardon, pour revenir à Gustav Holst, certes, il y a des petites réminiscences, comme il y a des réminiscences de King's Row, de Korngold, dans Star Wars. Mais John Williams, à l'époque, à la trentaine, ou oui, je pense, dans cet âge-là, et il est encore sous influence un petit peu. Mais franchement, être sous influence comme ça... tant mieux. Tant mieux, c'est génial. Donc, c'est-à-dire que on sait bien que Lucas voulait que la musique que le film soit un film de chevalier. Donc il va vers King's Row, il va vers Holst parce qu'il y a cette ampleur un petit peu narrative, mais très vite ça devient du John Williams. Et on reconnaît John Williams à travers toute sa filmographie. 3 notes de John Williams, je les reconnais tout de suite. Donc bref, tout ça pour dire que si j'écoute Alex North, Bernard Herrmann, Nino Rota, j'entends... je peux entendre un lointain cousinage post-romantique chez Herrmann ou même parfois chez Rota, mais très vite ça devient leur chose. Et à chaque fois que ces compositeurs ont eu une longue collaboration avec un metteur en scène, avec un univers, ils ont construit quelque chose de nouveau. Que ce soit Rota avec Fellini, ou parfois avec Visconti, mais peut-être plus encore avec Fellini, que ce soit Williams avec Lucas et Spielberg, il a construit une identité très forte. Donc, je fuis toutes les musiques temporaires et toutes les références autant que possible. Voilà. Et alors justement, vous parlez de la collaboration qui est finalement l'essence peut-être de toute création. En tout cas pour le cinéma, c'est sûr. En tout cas pour le cinéma. Vous avez des collaborations récurrentes avec Guillermo ou Wes qu'on a évoquées, qui sont des habitués du festival. Est-ce que finalement cette musique qui s'écrit, c'est celle de votre amitié, de votre bande passante commune? Oui, on peut parler d'amitié artistique, évidemment, même s'il y a aussi de l'amitié dans le domaine privé, mais il y a certainement une intimité qui se crée. On arrive à construire ensemble, à échanger ensemble. Ce sont des metteurs en scène qui me laissent avoir un imaginaire. Ils ne le briment pas, ils ne m'empêchent pas d'avoir une certaine liberté. Elle est très contrariée, très cadrée, mais quand même, dans cet espace de contrainte, il y a une liberté. Et je pense qu'on se rejoint aussi sur des amours de sonorité, sur des références cinématographiques, et ça, c'est très important. Je pense que les jeunes compositeurs doivent connaître la musique, certes, mais ils doivent connaître le cinéma, peut-être autant que la musique, pour pouvoir communiquer. Et l'histoire du cinéma, et l'histoire de la musique de film. Et donc, avec tous ces éléments-là, ça me permet évidemment d'être en osmose avec des metteurs en scène récurrents. On n'a pas cité tout à l'heure Jean-François Laguilloni, qui est le premier long-métrage d'animation auquel j'ai participé et que je vais aussi citer. Et vous avez tout à fait raison de le citer parce qu'il est encore plus, on va dire, habitué d'Annecy que Guillermo del Toro ou Wes Anderson. Voilà, c'était vraiment la première opportunité avec le Château des Singes d'écrire pour le dessin animé de long-métrage. J'avais avant fait déjà une série pour TF1 avec Pif et Hercule. D'accord. Beaucoup d'épisodes, 130 épisodes je crois. Donc j'avais un peu appris mon métier. En faisant des gammes... Voilà, mais avec le Château des Singes, c'était un peu le grand bain de l'animation, grâce à Jean-François. Alors, ce soir, en cérémonie d'ouverture du festival du film d'animation d'Annecy, La plus précieuse des marchandises, de Michel Hazanavicius, dont vous avez composé la bande originale, dit-on. Ouais. Dans cette œuvre, la musique est d'une discrète poésie. C'est pas une orchestration comme on aurait dans Star Wars ou Jurassic Park ou je ne sais quoi. Comment est-ce qu'on arrive à prendre autant de place avec si peu de notes? Le conte c'est un petit livre, une petite nouvelle. C'est la plus précieuse des marchandises. On comprend bien que c'est une chose délicate.
Elle est délicate parce que c'est l'histoire d'un enfant, c'est l'histoire des justes qui sauvent des enfants. Et c'est aussi, malgré tout, aussi une histoire où la Shoah est présente, même si ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les justes. Donc on aborde forcément ce sujet avec beaucoup de délicatesse et de prudence, parce qu'il faut respecter cette époque-là et les souffrances et les malheurs et les tragédies. Et donc, oui, bien sûr, pas un orchestre symphonique, un petit combo, quelques musiciens, avec des merveilleux musiciens avec qui j'ai l'habitude de travailler, à l'accordéon, Myriam Lafargue qui jouait d'ailleurs dans la forme de l'eau, un cymbalum, une balalaïka, toujours avec des musiciens que j'aime beaucoup, Florentino Calvo, pardon, je les cite, mais ils sont très importants, parce que sans eux, la musique n'est pas la musique qu'on entend. Et puis, un orchestre à cordes, que l'on enregistre à Londres, qui donne une ampleur, un lyrisme peut-être toujours contenu, parce que je pense que c'est un peu ma marque de fabrique, un lyrisme contenu. Et quand même, la musique que j'écris, elle est rigoureusement mélodique. Je n'en ai pas honte. Je trouve qu'écrire une mélodie, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de travail. Et j'aime ça, j'aime écrire des mélodies. Et donc il y a aussi, à la demande de Michel, parce que ça faisait partie un petit peu de notre cahier des charges, il y a aussi des mélodies qui sont très dessinées et très mémorisables. Vous qui avez composé pour le live action comme pour l'animation, quelle différence dans votre travail est-ce que vous trouvez, s'il y en a eu? Non, en fait, je pense qu'il n'y en a pas. La seule peut-être petite différence, c'est que le film soit européen, britannique parce qu'ils ont brexité, donc je dis britannique, je les sépare de l'Europe. Européen et britannique ou américain, finalement, autant dans live action ça peut être différent, autant pour l'animation, finalement, on est dans le même registre parce que il y a quand même un nombre assez important de minutes de musique, parce qu'il faut créer un univers à la fois sonore et émotionnel que l'animation ne rend pas toujours avec force, autant de force qu'un acteur en live action. Mais sinon, je m'attache toujours de la même manière à suivre l'arc narratif tout en m'en décalant, parfois en anticipant ce que sera la fin de l'histoire. J'essaye aussi toujours de m'attacher aux personnages. Pour moi, c'est la clé d'une histoire, sont les personnages. Donc, faire en sorte que le spectateur soit ému par ce qu'il entend et par ce qu'il voit, les deux choses. À la fois ce que dit le comédien, qu'il soit animé ou vivant, et puis comment il évolue, comment son personnage évolue, comment il bouge même dans le dessin. Et c'est comme ça que je construis la musique. Et avec Michel, il y a deux choses. D'abord, c'est lui qui a dessiné les personnages, donc il y a un rapport vraiment immédiat avec son désir émotionnel. Quelle émotion tel personnage doit nous procurer. Et puis, Michel aime la musique. Il aime la musique, il aime les silences, et que la musique exprime peut-être plus que le dialogue. Donc dans ce cas, évidemment, la musique devient un acteur prépondérant. Et je pense que dans la plus précieuse des marchandises, la musique a un rôle que j'ai peut-être pas eu si souvent dans des films même d'animation. Chez Wes Anderson, par exemple, c'est beaucoup plus bavard. Il y a beaucoup plus de dialogue. Il y a aussi la succession parfois de musique existante, ce qui n'est pas le cas dans le film de Michel. Dans Pinocchio, là aussi, il y a du dialogue, peut-être encore plus que dans la plus précieuse des marchandises. Donc c'est un film pour moi où la musique est vraiment mise à l'épreuve. Je n'ai pas envie de dire qu'elle est mise en valeur, parce qu'elle est mise à l'épreuve. Elle doit être juste, pour les justes, et elle doit être toujours sur ce fil du rasoir et jamais venir écraser le récit. C'est une dimension supplémentaire, cette musique, et à la fois, un film est presque tout nu sans sa musique. Ces réalisateurs qui viennent vous voir avec des projets souvent presque achevés, c'est le moment où ils sont le plus à nu, finalement. Ouais.
C'est là où il y a le plus d'intimité. Vous évoquez les personnages de Michel. Et de crainte, parfois. Alors là, justement, on me fait signe que Michel Hazanavicius vous succède dans cette salle. Quelle serait la question que vous lui poseriez? Est-ce qu'à un moment, avant ou pendant l'enregistrement, il a été ému par la musique? Ben, on va lui dire. Ému. Pas juste j'ai aimé la musique. Il a été ému. Profonde et intime émotion. Ouais, ému. On va lui poser la question. Et comme moi, j'ai été ému en voyant son film, avant et même en le voyant terminer. Bah écoutez, un immense merci Alexandre Desplat, de nous avoir reçus dans votre univers musical. Dans ma piscine. D'ailleurs, qu'est-ce que cette forme d'eau vous inspire comme mélodie, comme vague, puisqu'il était question d'une vague dans votre travail avec Guillermo, avec Wes, pardon. Ce que j'ai remarqué depuis tout à l'heure, c'est la chevelure. La chevelure de la nageuse. C'est toujours très beau quand une chevelure comme ça se mêle au flot. Et l'autre chose que j'ai remarqué, ce sont les petits oiseaux qui volent au-dessus de l'eau et qui sont là aussi. Les petites hirondelles. Voilà. Un grand merci à vous. Et on vous souhaite une superbe cérémonie d'ouverture. Espérons que le public sera ému. C'est tout ce que nous espérons. Il aura l'oreille tendue. En tout cas, ça c'est sûr. Détendu aussi. Merci Alexandre. Merci Alexis.